Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Fondation. Je suis Maxime Claval, le fondateur d'Enercool. On développe des peintures thermiques et écologiques qui améliorent le confort d'été et d'hiver. En développant l'entreprise, j'ai eu l'occasion de discuter avec des centaines de professionnels de l'immobilier. Et j'ai découvert un univers incroyable avec des métiers souvent inconnus et des parcours parfois très atypiques. C'est pour ça qu'avec l'équipe d'Enercool, on a décidé de créer ce podcast. Des acteurs engagés autour de l'immobilier nous expliquent leur parcours, leur vision, leurs victoires, leurs échecs et surtout les leçons qui en découlent. J'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter ces échanges que j'en ai eu à m'entretenir avec eux. Salut Alexandre, ça va ? Bonjour, ça va très bien, merci. Merci de nous recevoir dans le podcast Fondation. C'est un plaisir de pouvoir échanger. On va pouvoir discuter un peu de toi, de ta personne, Alexandre, de qui es-tu, Alexandre Florentin. J'ai vu sur LinkedIn que tu étais ingénieur, que tu étais passé chez Carbone 4 et que tu as ensuite fait pas mal de choses. On va parler climat principalement, voilà, parler un peu de tout ça. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ? Donc, je m'appelle Alexandre Florentin, j'ai bientôt 40 ans. Je suis ingénieur de formation, ce que j'ai complété par un double diplôme à Sciences Po et Jussieu qui s'appelait Sciences et politique de l'environnement et qui, à partir des années 2010, m'a mis sur le chemin des questions climatiques. Donc, ensuite, j'ai travaillé les 15 années qui ont suivi sur les questions climat. Dans des cabinets de conseil, j'ai fait de la formation. J'ai notamment travaillé 10 ans chez Carbone 4 avec Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean et Laurent Morel. Et puis à partir de 2020, j'étais à mi-temps dans le privé, donc sur ces sujets-là, et puis à mi-temps à peu près, élu à la ville de Paris, qui est à la fois une ville et un département, et donc a plein de compétences un petit peu particulières. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai initié un travail qui s'est appelé Paris à 50 degrés. Ok, excellent. Bon, on va parler un peu de tout ça. Moi, j'aime bien toujours un peu avoir le début et un peu tes premières réflexions. Tu dis que t'as bientôt 40 ans, moi aussi, donc on est un peu des mêmes générations. Donc, tu as dû sortir d'école d'ingénieur en 2008, quelque chose comme ça, Mhm. dans ces eaux-là. Tu avais déjà ces sujets climat, enfin, de ce que je comprends, tu fais la formation à Sciences Po avec déjà un sujet un peu environnement-climat. Euh, Tu sais d'où ça vient, tu sais de... C'est quoi les éléments c'est déjà en école d'ingé ou c'est après comment ça se donc passe? moi j'ai pas du tout aimé mon école d'ingé. Euh, Ah, ok. et j'y suis allé un peu parce que c'était l'école la plus réputée que j'avais par rapport à mes classements et que ça parlait d'énergie, que je me disais tiens pourquoi pas. Sauf qu'en fait à l'époque j'avais l'impression qu'on me parlait beaucoup du comment et très peu du pourquoi. Et donc je savais pas pourquoi j'étais là. Donc j'ai fait une année de césure et pendant cette année de césure j'ai touché du doigt les questions environnementales grâce à un de mes deux stages. Et à partir de là, j'ai su que je voulais travailler autour des questions environnementales, d'où le fait que dès mon diplôme d'ingénieur, je suis allé mettre les deux pieds dans ces questions avec Sciences Po et Jussieu. Donc ça, c'est la partie fac de sciences, hein. Donc ces 2 années-là, elles ont été assez transformatives intellectuellement. Côté sciences sociales, j'avais tous les cours possibles et imaginables de droit, sociologie, histoire, etc., etc., de l'environnement. Et puis côté Jussieu, bah, des cours de climatologie, d'écologie scientifique, je sais pas moi, de travaux sur la qualité de l'air, etc. Donc vraiment la partie scientifique de l'écologie. Et donc incroyable base intellectuelle, hein. À l'époque, j'avais des profs Ouais, génial. comme Hervé Le Treut, comme Laurence Tubiana, Bruno Latour, François Gémen, Arnaud Gosselin. J'ai eu des cours sur les théories de la décroissance. Donc là, c'est comme ça que j'ai entendu parler et qu'on a étudié le rapport au Club de Rome. Ok. Et ça, c'était un moment où euh, moi, j'entendais pas du tout parler de ces sujets-là dans les médias ou je crois qu'à l'époque, les réseaux sociaux, ça se résumait à Facebook, si je me trompe pas. Euh, Ouais, c'est ça, c'est dur à s'imaginer. Là, on est en 2010-2012, hein, de ce que tu me dis, de ce que je comprends. oui, et même le choix d'aller vers ça, il se fait entre 2007 et 2009.
Ok. Et, et donc là, je m'expose à toute cette connaissance-là. Et puis, il y a une bascule émotionnelle plus forte qui se fait au sein de Sciences Po grâce à un jeu de rôle, un énorme jeu de rôle sur un an, où en fait on simule les négociations de Copenhague. Donc on est une centaine d'étudiants et moi je suis très impliqué dans ce jeu de rôle. Clairement, Ok. j'adore. Et donc les étudiants sont divisés dans l'équipe qui joue la France, qui joue les États-Unis, le Canada, la Chine, etc., etc. Moi, je suis dans les Nations Unies, donc pardon, plutôt en posture de facilitation du Ok. procédé. Et là, c'est mon levier émotionnel, parce que en fait, le jeu de rôle m'immerge émotionnellement. Et à la fin, je comprends que en fait, toutes ces courbes que j'avais vues, bah, je vais les vivre. Donc, soit je me mets du bon côté de la courbe d'une certaine manière et Mhm. j'essaie de faire en sorte de faire baisser ces courbes d'émissions, soit je vais être euh, enfin, en gros, je me dis, il n'y a pas de neutralité. Euh, et donc, Ok. je veux pouvoir être du côté de ceux qui travaillent sur ces sujets-là. Sauf que je sais pas exactement comment le faire, et c'est là où après je commence une Ouais. carrière dans le conseil, mais toujours spécialisé sur le changement climatique. Attends, ça m'intéresse un peu ce jeu de rôle là. Un jeu de rôle, normalement, ça dure 2 3 heures. Là, un jeu de rôle qui dure un an. Alors, déjà, c'est à l'initiative de Sciences Po. Là, c'est le moment où tu es à Sciences Po, c'est ça? Je suis et, étudiant et- à et- Sciences et- Po. C'est à l'initiative de Laurence Tubiana et Bruno Latour et des Ok, chercheurs de donc. l'IDRI qui le voient comme, eux comme un projet de recherche. Alors que, en fait, ça a surtout été un levier de mise en mouvement parce que tous les gens je crois, tous les gens qui ont été sont passés par ce jeu de rôle-là ont été très marqués émotionnellement et je sais qu'il y en a beaucoup qui continuent d'être impliqués très fortement sur ces questions climatiques. Et donc c'est un jeu de rôle où les 6 premiers mois c'est de la formation, donc c'est comprendre comment se passent les négociations sur le climat. Donc là on a des conférences, Pardon, oui, Copenhague, c'est une des COP, c'est une si, des si je dis COP. pas de bêtises, ou... C'est une des Ouais, c'est COP. ça. C'est la COP, là comme ça je sais plus te dire l'année en question, mais c'est une des COP en gros c'est la COP avant l'accord de Paris qui a marqué très fortement les négociations. Ok. Et donc 6 mois de préparation et ensuite 6 mois dans le jeu de rôle avec, on va dire, les 5 premiers mois où c'est plutôt du travail en chambre, chaque équipe qui prépare ses positions. Mais quand par exemple tu es un pays de l'Union européenne, bah, faut quand même commencer à dialoguer avec tes petits camarades des autres Ouais. pays européens. Et ensuite, on a eu Sciences Po pendant une semaine, dont une nuit complète. On avait Ah je ouais, sais pas combien incroyable. de salles et on a organisé un mini sommet climatique au sein de Sciences Po avec une centaine d'étudiants. Il y a un documentaire qui existe là-dessus. Je l'ai Ok. sur mon ordinateur, je sais plus du tout s'il est disponible en ligne facilement, mais donc on voit ces jeunes étudiants et c'était hyper bien fait, et hyper réaliste. Tout le monde s'est énormément prêté au jeu, donc tu sais, il y a un formalisme onusien et tout, et en fait, on retombe un peu sur les mêmes conclusions, c'est-à-dire que ça va être extrêmement compliqué du fait du modèle de développement qu'on a. Et là, je me dis, Ouais, waouh. ok. Et je me dis aussi, en fait, c'est là où j'intériorise le fait les... que je le veuille ou non, j'ai une part de responsabilité dans ce qui arrive. Euh, Mhm. et que, par exemple, à cette époque-là, je prenais beaucoup l'avion. J'étais dans une autre association étudiante européenne pour laquelle je donnais des formations sur la prise de parole en public, le travail en équipe, ce genre de choses. Et, euh, et là, je me dis, waouh, mais en fait, je participe, je suis pas du bon côté de la courbe là, Mhm. dans ce que je fais. Et donc voilà, c'est ça le moment de bascule. Et en fait, moi, comme je comprends que ce jeu de rôle-là, il a, en fait, ok, c'était vu comme un projet de recherche pour les gens qui l'ont organisé, mais en fait, moi, je me suis dit, mais c'est un énorme levier de mise en action. C'est... Et donc, avec d'autres, on a voulu reproduire le schéma un certain temps, notamment avec un projet qui s'appelait My City Plus 20.
Et c'est quelque chose qui va continuer de m'accompagner puisque là, plus récemment pour ma campagne pour les municipales, on a développé un jeu de rôle, où là, c'est pas sur une échelle de négociation internationale, tu joues le fait d'être au conseil municipal de ta ville et tu dois établir un plan fraîcheur. Sauf qu'en fait, ça va être un peu la canicule du siècle, quoi, qui arrive. Ok, Et donc là, c'est un jeu de rôle autour des questions d'adaptation. ok, excellent. Ok, donc ça te suit un peu ce sujet de jeu de rôle au fil des ans. Bah, ce qui me suit surtout, c'est qu'est-ce qui est efficace pour mettre les gens en mouvement. Et en fait, un jeu de rôle fonctionne très très bien. Ok, ouais, on a l'habitude de jouer, on sait ce que c'est, et ça te permet, j'imagine, de former et ce genre de choses. Hyper intéressant. C'est aussi une des conclusions, c'est de se dire, une fois que tu mets le doigt dedans et que, on va dire, les sceptiques sur ces sujets rentrent là-dedans, on l'avait vu sur comment c'était le Haut Conseil pour le climat, enfin ces sujets-là où quand tu prends des citoyens au hasard et que tu les formes sur les sujets climat, tu te rends compte qu'en fait il y a des gens, ils changent de point de vue, ils changent même de vie parce que une fois que tu comprends tout ça, difficile de revenir en arrière globalement. C'est un peu toujours la même chose, c'est un sujet de formation quoi. Oui, alors moi je le dirais, je suis un peu, je suis pas raccord avec la conclusion, la formulation de ta conclusion. Moi je pars du principe que les gens ils sont prêts à changer, mais par contre ils veulent pas être changés. Donc ça veut dire aussi Mhm. qu'il faut leur proposer des dispositifs dans lesquels ils font eux-mêmes leur cheminement. Or, là tu parlais de la Convention citoyenne pour le climat, avec les 150 Ouais. tirés au sort, et là on leur expose le problème et c'est à eux de trouver des solutions. Alors c'est pas un jeu de rôle, mais il y a un côté, ok on vous donne les clés. Et ce qu'on remarque dans le jeu de rôle qu'on a fait pour la campagne, donc qui s'appelait et si vous étiez maire pendant une canicule à 50 degrés, hein, c'est ça le pitch. Et bah, le sujet, il a beau être anxiogène sur le papier, les gens nous Mhm. disent, en fait, je suis super motivé parce que, en fait, en gros, on m'a donné les clés. J'ai dû faire des choix et je me rends compte que c'est pas si simple. Du coup, ça me donne envie de faire des choses aussi par moi-même, de travailler avec les pouvoirs publics plutôt que d'être dans une méfiance. Et je me rends compte que c'est un horizon de temps qui est beaucoup plus court que ce que je pensais, parce qu'il y a aussi beaucoup eu un travers de la communication climat autour de 2050, 2100. Euh, on a comme ça eu des anciens élus, des gens qui étaient en campagne, des citoyens lambda, des gens très à fond sur les questions climat et d'autres très très loin, parce que comme c'est un format de jeu, il y a plus de 300 personnes qui sont passées en quelques éditions. Et en fait, ça marche, y compris avec des publics éloignés des sujets climat, parce qu'au début, ils se disent, tiens, je vais faire un jeu de rôle. Puis Ouais. après, ils se disent, mais en fait, waouh, c'est sérieux. Et tout ça, c'est des mécaniques. On n'a pas inventé du tout la mécanique du jeu de rôle utile. Il y en a qui appellent ça un serious game. Dans les milieux militaires, on appelle ça des war games. Ok. C'est la même logique. C'est on se plonge dans des scénarios contrastés, différents, et on prend des décisions là-dedans, et ça rend les arbitrages stratégiques concrets. Et après, Hmm. on tirait plein d'enseignements sur le fond, sur la forme. Ok. Est-ce que ça permet d'avoir un peu de recul aussi parfois je sais pas si c'est une vérité ce que je veux dire, mais on a souvent tendance à dire mais qu'est-ce qu'ils ils sont bêtes, pourquoi ils font ça comme ça, et pourquoi ils ont pensé à ça, et pourquoi ils font... Et j'ai parfois l'impression de dire, bah en fait, si on était nous-mêmes impliqués, à la fois pour des élus ou je sais pas, des grands décideurs, ce genre de choses, en fait, tu te rends compte il y a plein de contraintes et qu'il y a plein d'éléments à prendre en compte que nous, on n'a pas quand on est un peu à l'extérieur. Est-ce que c'est un truc que tu vois, toi, de ton côté, Là, il y a un peu de ça ou dans pas? le jeu de rôle ici, on l'a complètement vu. Il y avait des témoignages aussi dans la Convention citoyenne pour le climat qui allaient dans le même sens, comme quoi les gens étaient ils ne prenaient pas du tout les, le fait de faire des recommandations à la légère. Ils étaient très sérieux. Ils se disaient, mais Hmm. est-ce que ça tient? Est-ce que effectivement, compte tenu des champs des contraintes, et c'est là où le fait d'avoir un tirage au sort de 150 personnes, ça permet d'avoir une représentativité de la population française, et donc de ces contraintes très concrètes du quotidien. Ça, c'était quelque chose de très fort. De ce point de vue-là, la convention, elle est complètement réussie. Et ce qui a posé problème, c'est la promesse, c'est la trahison Hmm. politique derrière.
Et c'est ça qui Ouais, oui. fait très mal à la démocratie, ce genre de choses. Après, on peut faire Ouais, des hypothèses sur pourquoi c'est arrivé, mais en tout cas, c'est des choses qui peuvent se reproduire à d'autres échelles, avec d'autres modalités. D'une certaine manière, la mission Paris à 50 degrés, c'est l'équivalent d'une convention citoyenne, mais appliquée à des élus qui ne se font pas confiance. Hmm. Comme il n'y a pas de confiance au point de départ. Et le jeu de rôle dont on parle, qu'on a créé, il est adapté, c'est sûr, pour former les élus et préparer les populations. Et je pense aussi qu'il est utile et performatif en entreprise. Sur les questions d'adaptation, en fait, on pourra peut-être approfondir ce point-là, mais il y a vraiment une Hmm. notion de c'est territorial et c'est très vite politique au sens de il va falloir faire des choix de société forts. Et le fait de d'abord jouer dans une posture euh, assumée comme politique, eh ben, ça aide aussi à faire des arbitrages différents ou voir des choses que vous auriez peut-être pas vues. Par exemple, pour l'immense majorité des entreprises de bureaux, enfin, avec des gens qui travaillent dans des bureaux, ils se disent pas forcément, ah tiens, ma vulnérabilité numéro un, c'est si les écoles du coin ferment parce que pendant une canicule, Hmm. parce qu'il ferait trop chaud et en fait ça va venir perturber l'organisation du travail à un niveau très fort. Et si c'est juste un 24-48 heures, ça va passer. Enfin, c'est les employés hein, qui vont encaisser le coup. Mais si ça dure plus longtemps, là, ça va être compliqué. Tandis que si vous entrez par la porte sociétale du bien commun, bah, ce truc-là, il arrive systématiquement dans les radars des gens. Ouais, c'est intéressant. Tu vois, c'est marrant que tu donnes cet exemple. Il y a eu des discussions là-dessus récemment à Nantes. J'étais invité à un moment donné à discuter avec les élus, enfin les candidats aux élections, tu vois, et donc par curiosité et aussi pour voir un peu tout ça, on avait l'occasion de poser des questions, et alors pas sous l'angle climat, tu vois, mais il y avait un peu, une réunion sur des sujets économiques. Alors je sais pas trop pourquoi Ok. j'étais invité, parce que je représente une boîte de 4 personnes, ça n'est pas, pas un gros enjeu, mais peu importe. Tu vois, il y avait un peu ce sujet des écoles, de se dire, rien que le fait que quand des écoles ferment ou que les effectifs sont réduits et que malheureusement les écoles doivent fermer, ça a un impact économique direct parce que en fait, tu as des dizaines, des centaines de parents qui sont obligés de s'adapter à ça. Et effectivement, le climat, c'est une très bonne remarque. C'est aussi un point clé de se dire, ok, ben en fait, qu'est-ce qui se passe si en juin et en septembre les écoles ferment à cause des canicules? C'est un vrai sujet. Je veux bien qu'on en parle tout de suite à la limite de l'adaptation, puis après on repassera un peu sur ton parcours, sur le conseil, ça m'intéresse aussi, mais est-ce que tu as eu comment dire, tu parles finalement assez peu, enfin dis-moi si je me trompe, hein, mais de baisse des émissions de CO2 pour parler vraiment adaptation, ce qui me semble un angle plus concret et plus palpable que peut-être le CO2. Euh, Est-ce que tu peux m'en parler, enfin comment tu prends ces sujets-là? Donc, je peux donner cette impression parce que, en fait, j'ai un écho médiatique bien plus important depuis que je suis élu et que j'ai travaillé sur la mission Paris à 50 degrés. Mais historiquement, j'ai surtout travaillé sur l'atténuation. Ma carrière dans le conseil, elle s'est construite autour des questions d'atténuation. Ok. Déjà dans le conseil pour des acteurs privés, des acteurs publics, j'avais fait des travaux sur l'adaptation. Et puis je suis élu avec les élections municipales de 2020. Je connais assez bien la stratégie climat de la ville de Paris parce que j'avais mis un peu les mains dedans en tant que consultant des années avant. Et mon analyse, c'est que euh, côté atténuation, il y a beaucoup de gens, beaucoup de choses qui se font. La seule grande zone d'ombre à Paris, c'est l'aérien des touristes, qui est toujours mis de Ok. côté, et dans les chiffres et dans les discours. C'est un peu comme si, ce qui est quand même assez... enfin, je veux dire, s'il y avait des analystes climat pour des entreprises, si Paris était une entreprise, en gros, on dirait, mais où est le scope 3 quoi? Euh, Hmm. Là, bon, il n'est pas là. Il a fallu 4 ans de lutte pour arriver à remettre le sujet sur la table. Mais par contre, côté adaptation, je me disais, là, par contre, c'est évidemment pas dit comme ça. La ville ne découvrait pas les sujets d'adaptation hein, avec mon arrivée. Mais sans le dire, c'est un peu comme si la ville se préparait simplement au retour d'une canicule comme 2003.
et donc ne se préparait pas à la suite. Et donc là, je me dis déjà, il y a un problème de santé publique qui nous pend au nez. On a aussi, j'avais dans un coin de ma tête une étude de Météo France de 2017 qui disait qu'on pouvait avoir du 50-54 degrés en France métropolitaine dans la deuxième moitié du siècle. Et moi, quand j'avais fait mes études de climatologie, c'était pas du tout des ordres de grandeur dont j'avais entendu parler. Mais c'est aussi qu'en fait, la climatologie, elle travaille beaucoup sur les moyennes, sur des moyennes géographiques, des moyennes temporelles. Et là, on parle d'extrêmes. Et bon, ça pose il y a plein de difficultés méthodologiques à aller regarder ces queues de distribution. Mais moi, j'ai quand même ce papier-là en tête et je me dis, bon, attendez, 45, 50 degrés, c'est pas du tout il se passe pas du tout la même chose. Et donc, je me dis, il faut creuser ce sujet-là. Et le dernier argument, et là, il est très politique, euh, c'est que déjà, si on ne s'y met pas, la population aura raison de pointer ces élites politiques du doigt, mais aussi ces élites économiques, hein, soit dit en passant. Et si on s'y met pas, finalement, c'est les droites ou ou l'extrême droite qui pourraient récupérer ce sujet-là parce que l'adaptation, c'est un vocabulaire de la protection et donc c'est fongible, c'est fongible avec certaines valeurs de droite. Donc je le vois pas comme un problème, sauf si ils proposent des mesures d'adaptation qui ne vont pas à la racine, ou pour ce qui serait de l'extrême droite, ne seraient pas humanistes comme moi je souhaite faire de la politique, ou républicaine, quoi, par exemple. Et, et donc c'est pour ça que je propose d'avancer sur ce sujet. Et je fais le pari que effectivement, et donc ça c'est un pari qui a été très gagnant, c'est que l'adaptation c'est du réel, c'est du ici et maintenant. C'est pas comme si on avait fait au début des années 2000, hein, avant 2003. Là, voilà, tout le monde a une histoire de canicule à raconter. Et après, on peut rentrer dans le détail, mais 50 degrés, c'est plus malin que de parler de moyenne. Parler des températures et des canicules en ville, bah, c'est plus intéressant que tous les autres indicateurs environnementaux parce que voilà, tout le monde a un ressenti là-dessus et on peut construire à partir de ça. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est parfois un peu le reproche qu'on fait à certains climatologues, de dire on n'y comprend rien, vaut plus de degrés, c'est pas suffisamment fort, c'est pas suffisamment impactant. Il y a un côté de ok, super, plus de degrés, on va passer de 25 degrés à 27 degrés. Moi, je trouve ça génial. Et effectivement, ce pari à 50 degrés, il est impactant et tout de suite, il touche à des sensibilités qui sont plus profondes. Les climatologues, ils font très bien leur job, et là, en fait, on parle d'un job politique qui n'est en général pas bien fait. Donc, il faut plutôt pointer du doigt les gens qui font de la politique dans ce cas-là. Et ce que ça montre aussi, c'est qu'en fait, c'est pas la précision de l'analyse qui compte tant que ça, que la force du cadrage. Et là, quand on dit Paris 50 degrés, en fait, il y a déjà, c'est un peu comme le début d'une pièce de théâtre, quoi. Il y a une unité, il y a limite une unité de temps, une unité de lieu. Euh, et ensuite, on raconte l'histoire. Et du coup, on se concentre sur des histoires humaines plutôt que de raconter des histoires climatiques. Ouais, et c'est en ce sens que le fait d'avoir osé parler de l'extrême, enfin, ça a fait 50% du job. Et je pense que l'autre 50% du job, c'est le fait que ce soit une mission transpartisane. Parce que ça aurait pas été la même chose non plus, voilà, et en supposant que j'ai eu les moyens en temps, en ressources humaines pour le faire, techniquement, j'aurais été capable de l'écrire tout seul, ce rapport Paris à 50 degrés, mais ça aurait pas été la même chose. Tu peux préciser comment ça s'est construit, comment ça s'est fait en interne? Ouais. Donc,
je passe sur. Il a fallu toute une série de validations politiques déjà, donc la maire de Paris, le groupe écologiste dans lequel je siège. Donc sachant qu'il est majoritairement composé de personnes d'Europe Écologie Les Verts et que moi je suis adhérent d'un autre parti qui s'appelle Génération Écologie. Mais donc euh, le groupe a soutenu la démarche, est allé voir la maire qui a soutenu la démarche et ensuite on a 29 conseillères et conseillers de Paris sur 163 qui ont accepté de donner une signature pour dire ok, on va le faire sous format de mission transpartisane. Ce qui est drôle, c'est que pour la droite, c'est Rachida Dati qui a mis sa signature. Euh, donc ça se lance en 2022, sachant que moi je le propose fin 2020. Et pendant ces 2 années-là, je pourrais revenir, mais en gros, je fais un travail dans le 13e arrondissement, un travail d'enquête. Mais donc ça commence en septembre-octobre 2022. Ça dure 6 mois. Il y a 5 mois d'audition. Donc là, ça ressemble un peu au formalisme à l'Assemblée nationale sur les commissions d'enquête mixtes parlementaires. Pendant ces 5 mois-là, pendant ces 5 plus 1, donc 5 mois d'audition et 1 mois de discussion entre élus pour savoir ce qu'on met dans le rapport et quelles préconisations on formule tous ensemble. Les 5 premiers mois, c'est des auditions. Donc on auditionne tout un tas de gens qui en fait sont exposés de par leur métier aux problèmes de chaleur. Donc restauration, santé, maraude, des gens autour de l'enfance ou de la petite enfance, des gens qui organisent des festivals, euh, plein de types de métiers, d'événements, en gros ce qui fait la ville, hein. On auditionne aussi plein Mhm. d'expertises, finalement très peu sur le climat et beaucoup plus sur architecture, urbanisme, mais aussi sur les réseaux, donc réseau électrique, réseau de gaz, réseau de froid, réseau de chaud. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des fortes chaleurs? Où sont nos vulnérabilités? Où est-ce qu'il y a de la robustesse? Et aussi sur le champ de la biodiversité, hein, donc, parce que on pourrait raconter tout un tas de trucs sur ce qui se passe pour les humains, mais il y a aussi les non-humains, et c'est problématique et pour le monde végétal et pour le monde animal, ce changement climatique. Euh, on auditionne divers syndicats, donc des représentants de certains pouvoirs économiques, sociaux, etc. Et ensuite, on a 1 mois de discussion euh, sur quelles préconisations on a. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, d'une certaine manière, les sciences du climat sont toujours là, puisque c'est elles qui valident la pertinence du titre. Mais en fait, on n'a jamais besoin d'en parler, plus que ça. Et c'est ça qui est très fort, c'est que comme on a mis la climatologie dans le titre, et ben là, on peut utiliser plutôt des techniques de sciences sociales, donc notamment le fait d'être en mode enquête euh, pendant cette mission. Et puis, bah, voilà, comme toute bonne enquête, ça commence par un meurtre. C'est-à-dire que tout le monde autour de la table a en tête que la question qu'on se pose, c'est pourquoi il y a autant de morts à Paris pendant les canicules? Il y en a eu autant, sachant que voilà, maintenant, une canicule comme 2003, on la gère, on saurait la gérer beaucoup mieux. Il y aurait beaucoup moins de morts. Mhm. Et il y a ces morts-là, alors que on n'est pas du tout la ville la plus chaude du monde en termes de température annoncée à la météo. Et donc c'est ça Ouais. le début de l'enquête. Et puis on creuse, et ensuite le dernier mois, c'est le travail sur les préconisations, les mots, parce que entre la droite qui voudrait faire porter le chapeau à la majorité, comme quoi tout ça c'est la faute de la majorité, et puis la majorité qui voudrait que le rapport donne l'impression que tout va bien, tout a été fait. Moi et mon binôme Maud Lelièvre, qui elle siège avec le groupe Modem, ben, on essaye de trouver un équilibre qui soit le plus factuel possible. Donc moi j'ai aussi une hotline avec quelques scientifiques dont je tairai les noms parce qu'ils me l'ont demandé, mais où j'ai le droit à quelques coups de fil pour dire, il y a un politique qui a dit ça, est-ce que ça me semble bizarre, qu'en dit la science? Ah bah tiens, la science elle dit qu'on sait ça, mais ça on sait pas.
Et donc, voilà comment on peut critiquer la proposition qui a été faite. Mais par contre, là, après, sinon, ça, c'est juste un arbitrage politique. La science n'a pas d'avis par rapport à la question que tu me poses. Donc ça, pour moi, c'était hyper intéressant d'essayer de, de donner une base scientifique factuelle la plus solide possible, de démontrer les options techniques qu'on avait pour faciliter une discussion politique où il y a de l'idéologie et c'est normal, hein. C'est tout à fait, enfin, c'est le job des politiques, hein, donc. Hmm. Ok, hyper intéressant. Et donc il y a un rapport qui est mis, et puis il y a plusieurs, à la fois des réunions, enfin ça continue de vivre en fait globalement, Paris à 50 degrés, Tout et, à fait. et potentiellement on peut imaginer que ça serait, vu que c'est transpartisan, adopté peu importe le bord politique. Bon après évidemment on en fait ce qu'on veut derrière, on le met sous le tapis ou pas, mais vu que ça a été transpartisan, ça a aussi cette force, j'imagine, que ça a été validé par un peu tous les bords politiques. Bah, c'était l'objectif, c'est-à-dire que moi je partais du principe que à la fois les canicules ça tue les gens de gauche, des gens de droite et des abstentionnistes, et que je sais pas qui va être élu. Donc je me dis ça en 2020, je me dis je sais pas qui va être élu en 2026. Hmm. Donc, par contre, moi en tant que citoyen français, européen, parisien, ben j'aimerais bien que ce problème-là il soit traité. Donc je préfère le pousser de manière transpartisane. Donc une fois que la mission elle est finie, qu'est-ce qui se passe déjà? Énorme buzz médiatique de manière complètement inhabituelle puisque c'est juste un rapport. Donc, mais pourtant ça passe au JT de TF1, de France 2, couverture de Libération, et encore à l'été dernier, article pleine page dans le New York Times en édition papier Monde. Euh, Il y a plein de villes qui s'en sont saisies, des fois avec mon aide, des fois par elles-mêmes. Donc moi j'ai fait une sorte de tour de France avec la ville XY à 50 degrés, donc, notamment à Nantes où tu habites, hein. On avait organisé un événement Nantes à 50 degrés. Il y a des secteurs, différents secteurs qui s'en sont saisis, donc assez naturellement urbanisme, bâti, immobilier, ce qui a donné lieu à un réseau, une initiative qui s'appelle Nos villes à 50 degrés. Euh, Hmm. mais tu as aussi, voilà, avec le réseau Écotable, un réseau de restaurateurs et restauratrices, ils ont organisé une série d'événements, manger à 50 degrés. Le théâtre de l'Odéon sur la base du rapport et en approfondissant des choses qui leur sont spécifiques, ils ont fait une étude qui s'appelle Jouer à 50 degrés, qui s'est diffusée, etc., etc., etc. Et c'est là où il y a, en fait, alors évidemment que tout ça s'inscrit dans un contexte dans lequel il y avait un historique, il y a d'autres acteurs qui se sont mis à parler de l'adaptation à peu près au même moment. Donc, les déclarations de Béchu sont venues juste un peu après, qu'on ait annoncé nos travaux dans la presse. Euh, mais donc ça a Alors participé. pardon, j'ai pas en tête les déclarations de Béchu. Donc pardon, Christophe Béchu, alors ministre de l'écologie, a lancé les travaux qui ont ensuite donné lieu au plan national d'adaptation au changement climatique, donc dans une nouvelle version. Et notamment en parlant de la France à plus 4 degrés, Ok. qui est quelque chose qui est juste climatiquement parlant, mais qui, politiquement parlant, ça n'a pas percé le mur du son médiatique plus que ça. Le fait de parler des extrêmes. Alors après, ça a des inconvénients de parler du 50 degrés parce que dans la tête des gens, est-ce qu'il y a un lien entre les canicules et les inondations partout en France, etc. Mais euh, Hmm. en tout cas, il y Toi, a eu en France à partir tu de. l'aurais appelé la France à 50 degrés. Moi, j'aurais fait ça. Ouais. Mais c'est juste, à mon avis. Effectivement, Moi, j'aurais fait faut que ça ça. marque, quoi. Voilà, et là, les Nations Unies lancent un programme 50 villes à 50 degrés, donc pour exporter ce qu'on a fait à Paris. L'exécutif parisien a aussi organisé quelque chose de complémentaire à la mission que je trouve vraiment bien, qui est un exercice de gestion de crise, où là, on simule le fait d'être en canicule à 50 degrés et comment est-ce qu'on doit gérer les services. Bon, spoiler, en fait, ils n'ont pas simulé 50 degrés, c'était plutôt à 45, parce qu'il fallait pas non plus être trop loin dans le temps. Et puis, ils ont simulé le fait que les clims tenaient, alors qu'à 45, c'est déjà plus le cas euh, dans les clims Hmm. qui sont installés communément en métropole. Ok. Ok, donc incroyable. Enfin,
Incroyable pour un Tu rapport. me diras peut-être. Ah ouais, C'est ça qui est t'as dingue. une certaine fierté de ça. Enfin, moi, j'en dégagerais une petite fierté. Tu vas peut-être me dire que non par modestie, mais Oui, oui, c'est quand oui. même Ah pas non, mal. non, j'en suis très fier. Euh, Ok, non, excellent. non, il faut célébrer ses victoires. Voilà. Et le Ouais. monde va mal dans tellement plein d'aspects que quand on arrive à faire bouger un truc, non, faut en être content. Maintenant, c'est pas suffisant. Donc la question intéressante, elle est surtout sur la suite. Mais voilà, je voudrais juste revenir sur le fait que qu'est-ce qui a marché politiquement, c'est la force du cadre. Voilà, le cadre, il est très puissant en fait. Quand vous posez un cadre pareil, vous ne pouvez pas traiter la question. Donc Mm. euh, ça rend l'adaptation euh, impossible à ignorer d'une certaine manière. Ce qu'on fait aussi, c'est que on ouvre le chapitre de la du troisième type de politique climatique, parce que historiquement on dit c'est atténuation, adaptation. En fait, c'est atténuation, adaptation, gestion de crise. Et avec un titre comme Paris à 50 degrés, on crée la connexion avec la gestion de crise. Et petite Ouais. parenthèse, euh, je suis allé, c'est un sujet qui m'intéressait tellement que je suis allé me former 20 jours avec le RAID et un acteur du privé qui s'appelle Chrysotech sur la gestion de crise. Et c'était passionnant, c'était un autre monde qui s'ouvrait, qui a de plus en plus. Donc, la gestion de crise, c'est à la fois le régalien, mais c'est aussi des entreprises qui ont des crises à gérer de différentes natures, financières, de communication, opérationnelles, tout ce que vous voulez. Et il y a des techniques extrêmement intéressantes pour les gens qui viennent plutôt de l'écologie. Il y a des techniques à aller, des manières de penser les choses qui sont à aller chercher dans ces milieux-là. Et j'y suis allé, j'essaie de continuer, j'essaie de me rapprocher aussi des milieux militaires parce que ma lecture, c'est que euh, la transition qu'on nous a vendue sur les dernières années comme un truc un peu une transition douce, bienheureuse, harmonieuse, tout ce que vous voulez. Bon, voilà, ok, on a changé d'air. On est dans une ère Mm. où ce qui d'exacerbation des tensions, tout simplement parce qu'on est dans un modèle croissantiste qui se heurte aux limites planétaires, et donc il y a des gens qui juste ne veulent pas changer de modèle et donc seront prêts à aller à la bataille, quel que soit le champ de bataille en question. Donc on va rogner sur les limites planétaires, donc ça va créer de l'instabilité, et donc il va falloir apprendre à naviguer dans cette instabilité. Et ça, c'est plutôt les sphères sécurité-défense qui ont cette habitude de prendre des décisions dans des univers chaotisés, avec en général pas d'optimum, mais plutôt euh, le moins pire, essayer de viser le moins pire. Et, et du coup, je pense que voilà, les sphères écologisées auraient intérêt à aller s'abreuver. En tout cas, moi, je vais aller essayer de m'abreuver dans ces autres espaces. T'as deux, trois exemples, ou même un seul, d'éléments qui sont donnés dans ces formations où tu dis ah ouais, je voyais pas ça comme ça, de la façon de réfléchir de ces gens-là. Bien sûr, euh, c'est, le truc, il est tout bête, mais après, je vais montrer l'application que j'en ai faite. Euh, Par exemple, vous aviez un officier du RAID qui nous expliquait en long, il nous a rabâché ça pendant toute la formation. Il nous disait, le premier truc que vous devez faire, c'est définir la crise, puis définir l'objectif. Ça paraît tout bête, tu dis, bah, enfin, oui. Mhm. Bon, sauf qu'en fait, quand tu es en crise, il y a toujours un facteur stress, donc voilà. Et il y a des fois où on nous a mis en situation de stress, parce que c'est des univers qui font beaucoup de jeux de rôle pour s'entraîner. En fait, tu te rendais compte que mis sous stress, il y a les trois quarts de la promo qui est de civils, hein, on était tous des civils. À quelques exceptions près, les trois quarts de la promo, on oubliait de se rappeler juste se dire entre nous, mais est-ce qu'on a la même définition de la crise? Et ensuite, est-ce qu'on a la même définition de l'objectif? Bon, donc on s'entraîne à ça. Moi, ça m'aide à construire ce réflexe. Et puis arrive la canicule de juin 2025. Juin 2025, il y a des écoles, à peu près un millier de classes qui ferment en France. Et vous avez Marine Le Pen
qui dit, bah voilà, en fait, il faut faire du 100% clim. Partout, à la maison, école, hôpitaux, tout ce que vous voulez, de la clim. Et ben, il n'y a personne sur un plateau télé qui lui a posé la question, mais Madame Le Pen, quelle est la crise? La crise, là, c'est qu'il y a des publics vulnérables dans des espaces publics qui sont exposés à de trop fortes chaleurs. Quel est l'objectif? Protéger ces populations-là maintenant. Donc un 100% clim, on peut en débattre, mais c'est pas du tout l'objet, c'est pas ça qui va sauver ces populations ici et maintenant. Alors que si on redéfinit bien la crise et on définit bien ce qu'on veut faire dans cette crise-là, à ce moment-là, moi la proposition que j'émettais, mais vous doutez bien, tu te doutes bien que j'avais pas le même niveau d'exposition médiatique, euh, le- le- Mhm. là, moi ma proposition c'était, il faut travailler l'accessibilité des lieux naturellement frais ou déjà climatisés pour les populations vulnérables. Donc ça, on aurait pu se mettre à se dire, bah tiens, est-ce qu'il faut qu'on organise l'accès, donc l'accès physique, l'accès financier, parce qu'il y a des fois où c'est des lieux qui sont accessibles physiquement, mais ils sont très chers. Puis s'ils sont pas chers ou gratuits, et ben des fois il y a des populations qui n'oseraient pas y aller s'il n'y a pas un dispositif public qui leur montre qu'en fait elles sont autorisées à y aller. Je vous donne un exemple très simple. Pendant les canicules, un des meilleurs refuges climatiques qu'il y a à peu près partout en France, c'est les églises. Bon, bah, on aurait pu Mhm. avoir une discussion de, tiens, est-ce que on organise une programmation laïque, culturelle, multiconfessionnelle parfois, dans les églises, dont la rénovation est, si je me trompe pas, plutôt payée par les impôts de tout le monde. Donc oui, ça appartient à tout le monde et donc oui, on peut aller s'y réfugier en période de canicule. On peut ne pas être d'accord avec cet exemple-là, mais en tout cas, tu vois, juste bien définir la crise, bien définir l'objectif, bah, on n'arrive pas du tout aux mêmes solutions. Et, et- et sur le long terme, après, par contre, oui, ayons le débat sur la clim. Ok, hyper intéressant, ok, ça marche. Et donc ça, tu fais ça de ton côté, de ce que tu disais un peu côté civil, de dire, ok, je veux en apprendre plus sur ces sujets-là, je veux monter en compétences, et donc c'est ouvert à tous, chacun peut le faire? Là, ça, c'était une formation payante donc elle est hébergée par la Sorbonne et co-organisée par le RAID et Chrysotech. Et il y a 2 promos Ok, par an. Et, j'ai trouvé ça, moi j'ai trouvé ça passionnant et les anciens élèves ont trouvé ça hyper riche aussi. trop bien. Je voudrais reparler un peu juste, si on reprend chronologiquement, euh, de ton passage, on va dire, d'ingénieur conseil au passage politique. Alors forcément, tu as Carbone 4 et Jean Covici, qui est aujourd'hui un peu la personnalité, on va dire, la plus connue, on va dire, sur ces sujets écologiques. Donc forcément, ça donne envie un peu d'en parler. Alors, rien que par curiosité, je sais pas si c'est mal placé ou quoi, mais est-ce que Jean Covici, en tant que chef d'entreprise, est un mec sympa et aussi bon que publiquement et ce genre de choses? Enfin, tu vois, comment tu as vécu cette chose-là? Et puis comment s'est passé ce changement, on va dire, enfin, comment t'es passé un peu de la partie conseil à la partie politique? Qu'est-ce qui t'a amené à ça derrière? Donc je peux te confirmer que Jean-Marc rit de la même façon sur un plateau télé que dans les bureaux de Carbone 4. Et que c'est quelqu'un qui est très cohérent. Il est très cohérent, donc il n'y a pas de divergence dans sa manière d'être quand il passe sur le JT de TF1, quand tu l'accompagnes à un rendez-vous client, ou que tu l'amènes dans un rendez-vous enfin voilà, tout ça est très cohérent. Euh, et le passage en politique, il s'est fait d'autant plus facilement que j'avais le soutien des associés de Carbone 4 parce que, en fait, j'ai eu une posture similaire. En fait, ce qui compte quand tu commences à devenir un personnage public, ce qui compte, c'est la cohérence. Parce que si Hmm. t'es pas toi-même partout tout le temps, en fait, les gens se disent, mais du coup, je parle auquel? Et donc, moi, ce que j'ai fait en politique, c'est que j'ai juste fait ce que je faisais euh, en tant que conseil consultant. Simplement,
enfin, tu vois, en termes de discours, les thèmes abordés. Simplement, après, il faut comprendre les règles du jeu politique et le fait que la politique, c'est que de la pression mutuelle, du rapport de force. Et il y a plusieurs manières de créer du rapport de force. Il y en a quatre, et ça, c'est Delphine Batho, ancienne ministre de l'écologie, députée des Deux-Sèvres, qui m'a donné ce repère-là, et ça m'a été très utile. Euh, les quatre manières, c'est l'information, l'intérieur, l'extérieur, l'expertise. L'information, c'est quoi? C'est le royaume des maîtres espions, ou bien de ceux qui sont déjà tout en haut du pouvoir. Donc ils ont un dossier, comme on dit, ou bien, par exemple, Emmanuel Macron, quand c'est le seul à savoir qu'il va appuyer sur le bouton de la dissolution dans moins de 24 heures, en fait, ça lui donne un avantage. Donc, ça lui donne du pouvoir. Mhm. Ensuite, il y a contrôler l'intérieur. Ça, c'est le royaume des apparatchiks, comme on dit. Donc, c'est ceux qui connaissent toutes les règles, qui comprennent très finement qu'est-ce qui va faire que telle motion à l'intérieur du parti va plutôt bouger comme ci, comme ça, et comment on va faire, etc., etc. Euh, et quand tu maîtrises bien ce jeu-là, bah, tu peux aller très loin, hein, parce que des apparatchiks en politique nationale, c'est vraiment pas ce qui manque. C'est les fameux profils de gens qui n'ont jamais rien fait d'autre que d'être en politique. Ensuite vient Mhm. l'extérieur et l'expertise. L'extérieur, c'est quoi? C'est quand par exemple quand tu vas prendre la. Donc soit tu peux être à l'intérieur tu peux être élu et jouer sur l'extérieur. Ça veut dire que par exemple, tu vas relayer les prises de position d'une ONG ou d'un syndicat à l'intérieur de l'hôtel de ville, en l'occurrence. Ou bien quand tu vas toi-même avoir une position à l'intérieur de l'hôtel de ville, ben en fait, tu vas être relayé par des associations et qui vont dire oui, oui, ou des collectifs d'habitants, par exemple, oui, oui, ce que cette personne l'a dit, en fait, c'est pas juste Alexandre Florentin ou Maxime Claval qui le dit, en fait, c'est représentatif de quelque chose de plus grand à l'extérieur. Donc là, c'est les profils activistes ou des profils de gens juste qui relaient des positions collectives qui viennent de l'extérieur. Et puis il y a l'expertise, parce que quand bien même on serait dans un monde un peu post-vérité, en fait, si tu racontes pas complètement n'importe quoi, et notamment si tu dis 50 degrés, qu'ensuite des scientifiques disent oui, oui, c'est un scénario qu'on peut plus exclure, et bah ça te crédibilise. Clairement, moi j'ai utilisé euh, l'expertise à fond. J'ai fait le maximum, enfin j'ai essayé beaucoup de choses sur l'extérieur. Parfois ça a marché, parfois ça n'a pas marché. Et j'en profite pour dire que je vous assure que il y a un enjeu majeur à structurer les gens qui se sentent écologistes. Par exemple, je donne juste le cas de LinkedIn. LinkedIn, c'est un réseau qui est très écolo, au sens où si tu dis une connerie écologiste, tu vas être repris. Tu vas être repris par les pairs, quand bien même c'est pas dans ton univers, tu vois, à un moment il va se passer un truc qui fait que, Mhm. paf, euh, bon, bah, tous ces gens-là, ils sont pas coordonnés politiquement. Euh, ils ne pèsent pas dans le jeu politique, ces gens-là. Ils sont pas organisés. Individuellement, ils disent oui, oui, moi je veux plus d'écologie, mais en fait, ils font rien ou pas grand-chose collectivement dans le champ politique. Ils font en général beaucoup de choses Mhm. collectives dans le champ du privé ou de l'associatif, mais pas dans le champ politique. Ils ne cherchent pas à peser sur le champ politique. Et ça, ben, c'est très très limitant parce que si tu te mets à la place de quelqu'un qui serait un pur opportuniste en politique, bah, du coup tu te dis, bah, si je fais pas avancer le sujet, c'est pas grave. Personne va me faire chier et personne va me le demander. Et personne va me porter à l'élection pour faire ça. Donc j'invite vraiment les gens qui pourraient nous écouter à s'intéresser à la politique, quand bien même on a l'impression que c'est toujours sale, que c'est ci, que c'est ça. Ok, ça, c'est la médiatisation du débat national. En vrai, la réalité du débat à l'Assemblée nationale, c'est pas exactement la même déjà. Il y a plein d'élus que vous connaissez pas parce que justement ils font le taf, ils sont pas juste sur les plateaux à lancer la petite phrase. Ces gens-là, faut les aider. Vous en avez sans doute plein dans vos collectivités territoriales. Rapprochez-vous d'eux, d'elles et eux. Ne les laissez Ouais, ce que pas tu tout veux dire, seuls c'est pendant la mandature qui vient. C'est hyper, hyper, hyper important.
Ok. Concrètement, toi, moi, je me sentirais dedans parce que tu vois, j'ai pas forcément d'action, on va dire, politique. Voilà, ça veut dire quoi? C'est envoyer des mails, passer des coups de fil, participer à quelques réunions et se mettre un peu là-dedans. Bah, là, on est le 20 février, il y a les deux tours des municipales qui arrivent bientôt. Soit tu es déjà connecté ou tu as déjà un peu fait ton choix. Ok, c'est le moment de toquer à la porte des listes que tu trouves intéressantes. Si tu as déjà fait si t'as déjà fait ton choix, tu peux les aider. Tu vas voir que tu vas être accueilli à bras ouverts pour organiser un apéro chez toi, pour aller aider sur le terrain ou quoi que ce soit. Mais pardon, si on fait fi de cette phase-là qui est un petit peu particulière, pour la suite, ce que tu pourrais faire, c'est plutôt, bah, tiens, ouais, invite des élus que tu dis, tiens, je pense que enfin, où tu sais, par exemple, que cette personne-là, elle a une voix que tu trouves intéressante, invite-la dans ton podcast. Hmm. Participe à donner de la visibilité. Aide à organiser des choses qui vont mettre en avant. Quand cette personne-là, elle va avoir une position que tu trouves intéressante, relaie-la sur les réseaux sociaux. Pour que Parce que ce qui va compter, en fait, c'est la perception des autres élus par rapport à cette personne-là. Et je te donne un exemple tout simple, mais moi, je me suis battu pour que Paris, première destination touristique du monde, dise dans ses plans qu'elle souhaite que les créneaux d'atterrissage et de décollage des 4 aéroports franciliens baissent. Donc c'est une prise de position qui est juste incroyable. Bah, j'ai pas réussi à être relayé par les associations sur ce genre de position alors qu'elles sont très cohérentes avec leur propre position. Euh, et du coup, ça donne Mais l'impression pour quelle aux raison? autres élus, aux autres forces politiques, que en fait, que tout le monde s'en fout. Alors que moi, je sais que c'est pas vrai parce qu'il y a des associations qui ont pris des positions exactement sur ces sujets-là. Donc évidemment que c'est Là, l'exemple que je donne, il est aussi de ma responsabilité, hein, mais comme tu me poses la question de toi, bah, qu'est-ce que tu préfères? Bah voilà, c'est faire ça. Et pas juste au titre perso de Maxime, mais si tu es dans des collectifs euh, XY, bah tiens, oui, ok, de temps en temps, l'objectif, c'est pas de mettre en avant une personne, c'est de confirmer que quand elle prend une position particulière, en fait, elle est soutenue par d'autres émetteurs. Ok, hyper intéressant. Et toi, globalement, c'est le choix que tu as fait, mais de façon plus importante. Tu as eu un moment où c'est encore le cas, je sais pas, où tu as fait privé et politique Oui, oui, entre 2020 et 2025, j'étais à moitié-moitié, entre le Et privé c'est possible. et le politique. Comment? C'est possible. Bah, l'immense majorité des élus en France font ça, hein, parce que ton indemnité Ouais, c'est ça. d'élu, elle n'est pas toujours franchement alignée avec les revenus que tu peux avoir dans le privé ou, enfin, tu vois, dans des petites communes, un maire, ça touche le SMIC, je crois, c'est quelque chose comme ça. Hmm. Donc, euh, tu, tu- c'est plutôt des temps partiels. Euh, les élus qu'on voit le plus à la télé, oui, là d'accord, ils sont députés, ils sont ci, ça, des fois ils cumulent. Donc oui, ils ont des indemnités qui correspondent à des temps pleins. Euh, là, euh, Là, c'était l'immense majorité des gens qui avaient ma position ont des jobs à temps partiel ou à temps plein, dans certains cas, et je sais pas du coup comment ils géraient leur mandat d'élu à côté du mandat. Donc ça nécessite, en termes de temps, c'est juste, c'est extrêmement compliqué à gérer, hein, de temps, d'énergie. Et du coup, à mai 2025, j'ai arrêté mon implication chez Carbone 4 pour me dédier à fond dans la campagne des élections municipales, dans l'optique d'être réélu pour devenir adjoint et donc d'être dans la mise en œuvre des questions d'adaptation et climat plus généralement. Et j'avais des signaux très positifs dans ce sens-là. On a fait campagne sur les questions d'adaptation. On a réuni des gens de très grande qualité. Et puis le PS et Europe Écologie Les Verts en ont décidé autrement. Donc là, moi, mon mandat, il s'arrête le 22 mars. Et je suis en train de me repositionner. Tout ce que je vais faire, là, la question qui m'obsède, c'est comment construire notre sécurité climatique. Il y a plusieurs horizons qui s'ouvrent. Il y en a un qui est autour d'un think tank
de politique publique qui donc doit faire des propositions à la hauteur d'un climat qui change. Le deuxième, c'est un mouvement citoyen parce qu'en fait, les questions d'adaptation, elles font déjà souffrir des gens. Donc, ils veulent se bouger, ils veulent apprendre à, par exemple, mieux gérer la chaleur chez eux, dans leur immeuble. Ils veulent être exigeants par rapport au pouvoir public et les soutenir quand ça avance dans le bon sens. Et puis le troisième champ, c'est faut que je gagne de l'argent, quoi, que j'ai un salaire Ouais, c'est ce que moi. je veux dire. Et donc là, je suis en train de voir si je lance une activité, si j'aide des cabinets de conseil à se développer là-dedans, si il y a peut-être une opportunité avec les Nations Unies qui ouvre un job de consultant pour 50 villes à 50 degrés. Je suis intéressé aussi par les opérateurs d'importance vitale, EDF, RTE, des grands groupes comme ça aussi, où en fait ils doivent absolument s'adapter. C'est un impératif absolu chez ces entreprises. Donc pourquoi pas aller travailler là-bas. J'ai des pistes et puis T'as plein de pistes. on va voir. Ouais. Et, C'est et je, encore très et je m'en fais récent. pas Là, trop pour toi, enfin, je veux dire. on se parle le 20 février. Je sais pas quand le podcast sera diffusé. Euh, on se parle le 20 février. En gros, ça fait un mois que j'ai tranché dans le fait que, ok, accepter, je ne serai pas de nouveau candidat à cette élection. Ça marche. Justement, juste pour revenir sur la candidature à l'élection, c'est quoi? C'est un jeu d'appareil politique où toi, t'es, ce que j'ai compris, élu je sais pas si on peut dire un petit parti, mais en tout cas pas Europe Écologie Les Verts, et du coup, les appareils politiques font que t'as pas été reconduit, enfin, que je Oui, c'est comprenne un peu ça. la mécanique, c'est C'est ça? c'est aussi simple que ça. Là, le périmètre de la majorité s'est rétréci par rapport, enfin, entre la liste actuelle et puis la majorité précédente. Je suis pas le seul, hein. Il y a aussi le parti animaliste. Vous avez une figure très visible comme Alice Coffin, qui elle a au-delà de beaucoup d'autres qualités et de divergences que je peux avoir sur le fond avec elle. C'est quelqu'un de très très courageux, très professionnel et qui a une capacité à ramener des voix que personne d'autre dans l'espace politique n'a. Et donc la liste PSELV, moi je lui souhaite quand même de gagner parce que c'est celle dont je me sens le plus proche, mais ils prennent un risque à cause de leur lutte intestine. Euh, donc ça fait partie du jeu politique, c'est ce que je disais sur les apparatchiks, c'est-à-dire il y a 4 manières de faire dans le rapport de force, et il y a des gens qui sont très 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 bons pour contrôler l'interne. Bon bah voilà, là ils ont gagné. Ok, ça marche. Bon, excellent. Merci beaucoup, Alexandre. Je crois qu'on a fait le tour. N'hésite pas si tu as des choses à rajouter, mais c'était franchement Ouais, hyper bien intéressant sûr, parce que je peux pas finir sur un mot pareil. Euh, Non, voilà, sortons sur une voie positive. Je sais pas si tu as des choses à ajouter, je t'écoute. Là, la suite des opérations, c'est que il faut que on trouve les chemins collectifs pour construire notre sécurité climatique. Et les modèles que j'explore, les modèles dans notre histoire, c'est la sécurité sociale et la sécurité routière. La sécurité sociale, c'est quoi? C'est finalement, derrière c'est un mot valise, hein, il y a plein de concepts, mais en gros, c'est voilà, l'industrialisation, les changements du rapport au travail. On sort de la Seconde Guerre mondiale, il y a plein de changements, mais vous inquiétez pas, on va y aller ensemble, et le jour où vous avez un pépin de santé, en fait, le collectif vous protégera. C'est une promesse qu'on se fait aux uns et aux autres. La sécurité routière, c'est quoi? C'est des victimes, des familles de victimes qui s'organisent pour changer une culture, demander des choses à l'État, demander des choses aux constructeurs. Euh, mais je parle bien aussi d'un changement culturel, hein, parce qu'il suffit pas d'avoir une ceinture d'installer dans une voiture, il faut que les gens, quand ils y entrent, ils la mettent, et voire même qu'ils se sentent pas bien s'ils peuvent pas la mettre. Hmm. Et donc on voit les parallèles avec ce qui se passe, c'est-à-dire que là, l'air a complètement changé. On est vraiment dans une nouvelle ère de très grande instabilité. Il faut qu'on redéfinisse les bases de notre vivre ensemble.
Et ça implique aussi des changements culturels, des changements de règles du jeu, des changements de normes, de lois. Et donc c'est tout ça qu'il y a à construire, auquel je m'attelle, avec différents leviers dont je parlais tout à l'heure, à minima un think tank et un mouvement citoyen, et puis peut-être d'autres choses plutôt liées au privé cette fois. Mais, mais voilà, le champ est ouvert et il suscite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt. C'est ce qu'à un moment tu l'as très bien dit, l'adaptation, et j'ai pas utilisé ce mot-là en conclusion parce que en dehors des champs climat, il prête à confusion. Euh, je pense qu'il faut ramener ce vocabulaire-là vers santé et sécurité. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui parle à énormément de gens. Les gens veulent agir, ils veulent vivre en bonne santé, ils veulent se sentir en sécurité. Donc là, on a un champ de dialogue possible qui est incroyable et qui part du réel, et c'est pour ça que ça fonctionne. Canon. Affaire à suivre pour la suite, ça donne envie de voir tout ça. Comment on te suit, comment on suit justement tes actualités LinkedIn. C'est quoi les canaux LinkedIn, c'est le principal? Ouais, ouais. T'as pas encore des fans de TikTok ou ce genre de choses Non, mais là, on est en discussion avec d'autres personnes pour lancer une newsletter qui soit plus analytique que ce que des posts LinkedIn permettent. Et puis viendra Instagram et TikTok, parce que en fait, on est sur un sujet où il faut aussi aller parler à d'autres du tranches monde, ouais. d'âge, à des personnes qui ne s'intéressent pas à ça, mais qui en souffrent. Donc ça va leur parler pour montrer qu'elles sont pas seules, qu'il y a des actions. Donc c'est il y a un enjeu d'incarnation de la souffrance que génère le changement climatique, au-delà des images d'Épinal qui sont montrées à la télé quand il y a une canicule, hein. Et de montrer les solutions, parce qu'il y en a plein, il y a plein de gens qui montrent des choses, et à partir de ces solutions-là, c'est bah tiens, si on voulait massifier, voilà ce qu'il faudrait changer. Donc ça permet de construire le bon rapport de force avec la sphère politique. Voilà. Mais donc Canon. Instagram Trop et bien. TikTok seront des outils qu'on ira utiliser. Génial. Bon, et suivez Alexandre Florentin sur LinkedIn pour commencer, et puis la suite à venir. Merci beaucoup Alexandre, c'était top, un super échange encore une fois. Donc merci encore pour être venu chez nous. Salut, Merci ciao. Maxime. Magnifique, vous êtes arrivé au bout du podcast. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Abonnez-vous, mettez un like, ça nous aide beaucoup. Merci et à bientôt.